Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en cet instant pour vous informer. Bienvenue à cette grande session d'information sur la chaîne des références Antenne A et surtout, bon début de semaine à vous tous qui nous avez choisis. Avant tout développement, prenons les sommaires. Les évêques catholiques membres de la SENCO ont décidé de suspendre la participation de l'Église dans la plateforme des confessions religieuses. Les pères spirituels déplorent entre autres la politisation de la CENI et les climats de méfiance engendrés avec la désignation des animateurs de la CENI. Cérémonie d'inauguration ce lundi à Goma du siège de l'Institut national pour la préparation professionnelle INPP. C'est le ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Le premier élément du sommaire est celui de Marie-Sylvie Fortuné-Mboula. Il nous renseigne que l'Église catholique a suspendu sa participation de la plateforme confession religieuse. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la SENCO, Abbé Donatien Cholet, à l'issue de la clôture de la session extraordinaire du comité permanent de la SENCO. Ça aurait été l'une des conférences de presse le plus mouvementée et ambiante au centre interdiocésain de Kinshasa. Après les travaux de la session extraordinaire des évêques de la SENCO tenue la semaine dernière à Kinshasa, le prince de l'Église catholique ont décidé de suspendre la participation de l'Église catholique dans la plateforme des confessions religieuses. Avec la désignation des animateurs de la CENI, les évêques se sont rendus compte de la grande divergence de doctrines et de perceptions de valeurs éthiques avec certaines confessions religieuses. Ils déplorent la politisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI et le climat de méfiance engendré, susceptible de conduire aux élections contestées d'avance et qui, par conséquent, porterait sérieusement atteinte à la cohésion nationale et à la paix sociale. Au cours de cette conférence de presse, l'abbé Donatien Cholet a rapporté que les évêques ont renouvelé leur engagement à accompagner le peuple congolais sur la voie de l'édification et la consolidation de la démocratie. Ils encouragent par ailleurs les fidèles laïcs à prendre leurs responsabilités pour un état de droit. Pendant ce temps, je vous laisse, le message est passé. Un cadre de la Mouka, en la personne de Serge Ouello, accompagné de quelques jeunes, sont entrés dans la salle de conférence pour interrompre l'abbé secrétaire général de la SENCO. Il est venu exprimer son mécontentement quant aux propos du président de la SENCO tenus au sortir de leur entretien avec le chef de l'État le week-end dernier. Mécontent de ces comportements, l'abbé Donatien Cholet a affirmé que les partis de l'opposition ne doivent pas se cacher derrière l'Église. Je le répète, il ne faudra pas que les partis de l'opposition se cachent derrière l'Église. Il faudrait que les opposants prennent leurs responsabilités en tant qu'opposants. Et ce ne sont pas des évêques membres de la SENCO qui vont s'aligner derrière un parti politique. Au même moment, la cour du centre interdiocésain de Kinshasa était envahie par les militants de l'Amouka, avec un seul message: non à la politisation de la Commission électorale nationale indépendante. Comme un pasteur et père de famille, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, a eu le temps d'échanger avec ces jeunes et ils se sont séparés en toute tranquillité.
Merci Marie-Sylvie Fortuné-Mboula pour ces bels éléments. Et Goma s'est réveillé aujourd'hui avec la fièvre de vivre l'inauguration du bâtiment abritant les sièges de l'INPP Nord Kivu. La coupure du ruban symbolique a été faite par la ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Claudine Ndissou, en présence du directeur général de cette institution ainsi que d'autres personnalités présentes à la cérémonie. Depuis Goma, on retrouve Eric Kizami, Rigo Moulopo et Germain Sikour. Voici les désormais imposants bâtiments sièges de l'Institut national de préparation professionnelle INPP Goma, fruit éloquent de son offre de formation sous financement de l'Alliance française pour le développement AFD. Sous l'appui, le chef-lieu de la province du Nord Kivu a accueilli lundi 29 novembre 2021 la cérémonie d'inauguration de ces bâtiments en vue d'offrir à la population l'opportunité d'apprendre chacun un métier et participer ainsi positivement à la construction de la République. Il y a l'agroalimentaire qui est développé, il y a la mécanique générale, il y a toutes sortes de métiers qui peuvent être développés et des filières qui sont déjà en cours ici à l'INPP auxquelles nos jeunes gens peuvent recourir et apprendre, être utile à la société, être utile à sa propre famille, mais aussi concourir à la stabilisation de la province. Les DG de l'INPP qui a salué la concrétisation de cet ouvrage a insisté sur la formation, gage de proposer au marché de l'emploi une main-d'œuvre experte et qualifiée. Ce centre de formation abritera notamment des filières se rapportant au socle commun, à la mécanique automobile, à l'agroalimentaire, ainsi qu'au bâtiment et génie civil. Ceci est le prolongement du projet de renforcement des capacités de l'INPP et de son offre de formation déployée depuis 2013. La redynamisation des différents secteurs de la vie nationale que prend le chef de l'État est une réalité vivante à l'INPP. Parallèlement à l'inauguration de ces bâtiments de Goma, nous avons l'honneur de vous annoncer que l'INPP est en chantier à travers l'ensemble du territoire national, où plusieurs chantiers foisonnent, notamment à Boma, Kisangani, Bakira ou Sud Kivu, toujours dans le cadre du contrat CDD. Une occasion pour le lieutenant-général, le gouverneur militaire Ndima Kongba, de lancer un vibrant appel aux jeunes du Nord Kivu en général et ceux de Goma en particulier pour venir apprendre chacun un métier digne et ainsi quitter la bourse. On va rester au Nord Kivu pour vous parler des travaux de réhabilitation de la route Masisi-Walikale qui ont déjà débuté à la grande satisfaction de la population. Ceci après les lancements par les gouverneurs militaires, les lieutenants général Constant Ndima Kongba. La correspondance est de Germain Sikour. Chose promise, chose faite. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a lancé officiellement ce mercredi 24 novembre 2021 les travaux pour la réhabilitation de la route Goma-Masisi-Walikale, longue de plus ou moins 227 km avec le financement propre de la province et à Kachebere, limite entre le territoire de Masisi et celui de Walikale, que le chef de l'exécutif provincial a donné le coup d'envoi des travaux de désenclavement en présence de plusieurs personnalités qui ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. Dans son allocution, le gouverneur militaire a rappelé son souhait de concrétiser la circulation fluide dans cette partie qui va conduire à un véritable développement en reliant l'est du pays à l'ouest. Le gouverneur Constant Ndima a sollicité l'appropriation des travaux par la population car cette route va apporter des solutions à certains problèmes que connaît la contrée. Le tronçon Goma-Walikale est très important. C'est le cordon qui relie d'ailleurs l'est à l'ouest. De Walikale centre, vous pouvez aller facilement à Kisangani. C'est seulement les 227 km qui compliquent un peu les choses. En attendant les grands travaux au niveau du gouvernement central,
central, nous osons croire, avec le peu de moyens de la province, que nous commençons déjà à réhabiliter pour que demain, le gouvernement puisse venir avec de grands travaux, pourquoi pas notre souhait d'asphaltage de ces tronçons Goma-Walikale. Cette réhabilitation étant saluée par les habitants du terroir qui voudraient voir les travaux aller jusqu'au bout car ils sont impatients de voir le changement. Quelques-uns se sont exprimés pour l'exécution fiable des travaux. 3 attributeurs ont été sélectionnés. C'est notamment la société Prémidis qui va réhabiliter au moins 88 km, soit de Saké en passant par Massissi Centre jusqu'à Kachebere dans le Walikale. BMB va de Kachebere à Kiboua, un tronçon de 42 km, et enfin Simba Construction partira de Kiboua jusqu'à Walikale Centre d'une distance de 83 km. Partout où le cortège passait, un accueil délirant était réservé à l'infatigable gouverneur militaire Constant Ndima qui communiait avec la population. Sachez aussi que la pêche industrielle s'exerce très difficilement à la cité côtière de Mwanda. Nous sommes là dans la province du Congo central. Les pêcheurs déplorent entre autres les problèmes d'insécurité dont ils sont victimes. Patrick Pouldor Ngaziami et Pati Mbouzi ont effectué dernièrement un déplacement dans cette contrée et nous proposent ces reportages. République démocratique du Congo, les différents gouvernements qui se sont succédés se sont efforcés à reléguer au dernier rang la pêche industrielle. Au fil des années, elle est devenue la moindre des préoccupations. Et pourtant, sous d'autres cieux, elle constitue une activité non seulement de subsistance des populations, mais aussi génératrice de revenus susceptibles de booster l'économie nationale. À la cité côtière de Mwanda, dans la province du Congo central, ainsi que dans les villages qui l'environnent, la pêche est pratiquée de manière artisanale, c'est-à-dire avec du matériel qui ne permet pas aux pêcheurs d'être dans les standards de la modernité, ne maîtrisant pas totalement les conditions et exigences de la pêche industrielle. Ce qu'ils exercent comme activité leur permet juste de survivre et de subvenir à leurs besoins élémentaires. Par ailleurs, dans l'exercice de leur activité, ils sont butés aux problèmes sécuritaires car souvent pris, à tort ou à raison, dans les filets de la patrouille maritime angolaise qui les accuse de violer leurs eaux territoriales. Les pêcheurs de Kimwambi sont souvent victimes des arraisonnements par l'armée angolaise. L'armée angolaise la marine angolaise s'il vous plaît, vient arrêter nos pêcheurs et dans nos eaux territoriales. On dirait que le territoire de Mwanda était un territoire annexe d'Angola. Aux problèmes sécuritaires sur les eaux de l'Atlantique se greffe le manque de matériel, le besoin de formation pour les pêcheurs, l'accès au crédit et l'impact de la marée haute, ainsi que la progression de l'érosion côtière, pour ne citer que cela. Les montées des eaux, ça crée des problèmes par rapport, il y a des agitations de l'océan, il y a aussi des problèmes de courant du fleuve Congo. Nous profitons de voir avec les organismes, exemple PUNI, de voir comment, nous avons aussi les canyons, les trous là du fleuve Congo, commence à 1000 à 3000, on comprend pas, il faut faire des enquêtes de stock, de biologie maritime, de voir ce qui se passe par rapport aux montées des eaux. Au-delà de la simple existence d'un ministère en charge de la pêche et de l'élevage, il est important que le gouvernement congolais se penche sur la question de l'industrialisation de la pêche en RDC et sur l'élaboration d'une politique nationale de la pêche afin non seulement de valoriser cette activité en faisant d'elle un des piliers de l'économie du pays, mais aussi de la réglementer à travers le territoire national. L'eau liquide précieux pour la vie, mais cette denrée s'est fait très rare au quartier Ngomba Kikusa. Là, nous sommes dans la commune d'Ngalima. La population s'est plainte de cette situation qui n'a que trop duré et s'en remet à l'autorité compétente. José Moussangana. Le quartier Ngomba Kikusa dépourvu d'eau potable. Ce, depuis plusieurs années. Pour avoir cette denrée rare, les habitants de ces coins recours aux puits et aux forages. Une situation qui va de mal en pis car,
en pleine saison sèche, ces puits ne reçoivent plus les eaux de pluie. Papa, c'est depuis 2010 que j'habite ce quartier, mais je n'ai jamais vu ne serait-ce qu'un tuyau de la régie des eaux. On se sert plutôt de puits et de forages. Que les autorités compétentes se penchent sur notre sort. Nous allons chercher de l'eau à la source. Ça nous coûte 200 francs par bidon. Mais quand on transporte un bidon, nous payons 500 francs. Alors, nous avons des toilettes, nous avons des pièces à nettoyer chez nous. Dans une journée, on peut puiser 10 bidons. Ça nous fait pratiquement une affaire de 7000 francs. Que les autorités puissent s'épancher sur notre sort pour, n'est-ce pas, nous permettre d'accéder à l'eau potable. L'eau, c'est la vie, dit-on. Mais cet adage n'aurait de sens que si la régie des eaux s'impliquait pour fournir de l'eau potable aux consommateurs de cette commune de Ngaliema. On va parler de l'actualité telle que vue par les autres. Nos reporters ont interrogé pour vous Eric Mouyaya de la radio Liberté Kinshasa. Suivez. Cette annonce, bien que n'étant pas officielle, de l'entrée, désormais, dans quelques heures d'ailleurs, des troupes ougandaises qui vont pouvoir entrer ici en RDC justement pour pouvoir venir traquer toutes les forces qui ne sont pas officielles hors la loi, comme on le dit, principalement les ADF. Vous le savez, la guerre à l'Est a perduré. C'est vrai que nous avons déjà les forces tanzaniennes qui sont avec nous. Nous avons la MONUSCO. Nous avons également les forces armées de la République du Congo. Malheureusement, toutes ces forces ne sont pas jusque-là arrivées à bout de ZADF et bien d'autres groupes rebelles qui sont en train de tuer, de s'aimer terreur au niveau de l'Est de la République du Congo. La raison pour laquelle le gouvernement a bien voulu, n'est-ce pas, mutualiser les forces, partager les secrets des guerres et autres justement pour qu'ensemble nos deux pays, je dirais l'Ouganda ainsi que la RDC, parviennent à mettre hors état de nuire ces forces négatives. Vous savez, l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga, a été libéré le vendredi dernier et ça fait vraiment de buzz. Nous l'avons appris, Willy Bakonga, selon le communiqué de sa famille biologique, ne se laisse plus voir. En tout cas, Willy Bakonga est porté disparu dans la nature. Donc, il a encore une fois de plus, il s'est soustrait à des poursuites judiciaires au niveau national. Vous venez plutôt là de suivre notre confrère Émile Mouyaya de CCTV et Radio Liberté Kinshasa. On va parler sport. 2 défaites et 1 victoire, c'est le bilan des clubs congolais au barrage de la Coupe de la Confédération. Pour ce match aller, DSMP a chuté au Niger 0-2 devant Gendarmerie. Maniema Union a été battu à Kinshasa par Pyramide 0-1 et Mazembe s'est imposé par un score étriqué d'1-0 face à Maruma Galan. Patrick Borel, Mukendi. Les 3 représentants congolais engagés au barrage de la Coupe de la Confédération ont tous joué dimanche 28 novembre. 2 ont déçu et 1 a réalisé un service minimum. La formation des Maniema Union, qui prestait à domicile au Stade des Martyrs, a raté les coches en sombrant face aux Égyptiens de Pyramide, finalistes du dit tournoi. Les cadeaux du portier unioniste a permis aux Bleus et Blancs de marquer l'unique but de la partie. Déjà éliminé de la Ligue des Champions par Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Maniema Union devra renverser la vapeur, montrer son vrai visage avec une attaque qui doit retrouver ses repères pour remonter d'abord un but, puis chercher les buts de la qualification. Cette défaite blesse les Kambelembele, une réaction positive est attendue. Si à Kinshasa, il y a eu des illusions, à Lubumbashi, dans les Haut-Katanga, un but contre son camp a sauvé Mazembe devant la formation des Marumo Galante d'Afrique du Sud, tombeur de Vita Club.
Le Corbeau Louchois, qui ont maîtrisé les débats sans briller offensivement, doivent réaliser un bon match au retour s'ils veulent entrer dans la phase des groupes de cette deuxième compétition prestigieuse des clubs. Rater la phase des groupes sera une sorte d'insulte pour les protégés de Moïse Katumbi qui crient jour et nuit « L'impossible n'est pas Mazembe ». Une autre déception est venue de Niamey, au Niger, où les Immaculés du Dankla Motema Pembe ont chuté devant l'Union Gendarmerie sur le score de 0-2. Une contre-performance qui met fin à une belle série de DSMP dans cette compétition. Pour se qualifier, DSMP doit remonter les 2 buts et chercher le 3e de la victoire. Daring uni est imbattable, dit-on. Le club congolais devront aborder la manche retour avec une dose de confiance car les victoires, rien que les victoires, seront le passage obligatoire pour retrouver la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Suivez à présent les condensés de l'actualité en dehors de nos frontières. Malgré les recommandations de l'OMS, le pays est désormais coupé du reste du monde. L'Afrique du Sud se dit punie pour avoir détecté en premier le nouveau variant Omicron qui fait frémir la planète. Sur place, le président Ramaphosa crie à l'injustice. Selon lui, fermer les frontières est inutile. L'urgence, c'est la vaccination. L'interdiction de voyager n'est pas fondée sur des données scientifiques et ne sera pas efficace pour empêcher la propagation de ce variant. L'émergence du variant Omicron devrait être un signal d'alarme pour le monde entier. L'inégalité face au vaccin ne peut plus durer. Tant que tout le monde ne sera pas vacciné, tout le monde continuera d'être à risque. Et les faits lui donnent raison. En quelques jours seulement, Omicron a déjà été détecté dans au moins une dizaine de pays. Quasiment tous les continents sont touchés. Sa propagation mondiale semble donc inéluctable. Alors, que sait-on aujourd'hui de ce nouveau variant? Selon l'OMS, il présente de multiples mutations et un risque accru de réinfection par rapport au variant Delta. Mais alors, est-il plus dangereux? Il est encore trop tôt pour le dire. Faudra-t-il adapter les vaccins? À ce stade, rien n'est exclu. L'avantage, c'est que la synthèse d'ARN messager qui est à la base de ces vaccins est relativement facile à mettre en œuvre. Donc voilà, mais là, les entreprises ont estimé qu'il est de l'ordre de 6 semaines. Donc pendant ce temps-là, il va falloir continuer à adopter peut-être des restrictions de déplacement et en tout cas un maintien très strict des gestes barrières. Les laboratoires Pfizer et Moderna ont d'ores et déjà annoncé travailler sur un vaccin modifié, une dose de rappel spécifique au variant Omicron. Aucune réponse n'est attendue avant plusieurs semaines. Complétons l'actualité avec la parution de ce lundi 29 novembre 2021, revue de presse dans une sélection et un commentaire signé Patrick Poldon-Gaziami. Sur ordre du président de la République, des troupes de l'armée ougandaise ont été autorisées à franchir les frontières de la RDC pour organiser, aux côtés des forces armées RD congolaises, la traque des rebelles ougandais ADF, annonce Econews. La dernière attaque terroriste de Kampala, revendiquée par les ADF, a finalement poussé l'Ouganda à s'attaquer au mal par ses racines, disséminées dans la partie est de la RDC, rapporte le journal. Face à cette décision du chef de l'État congolais, certains crient déjà à la trahison de ce dernier pour avoir signé un pacte avec le diable, l'Ouganda, après toutes les exactions commises par ses troupes durant ces 20 dernières années. C'est dans une position délicate que Tshisekedi doit négocier ce dossier, fait savoir le trait hebdomadaire, car si l'opération ne produit pas des résultats escomptés, il perdra à coup sûr du crédit dans l'opinion congolaise qui le jugera très sévèrement. Et parmi les personnalités qui ne sont pas d'accord avec cette décision du président de la République, Forum des As cite Muzito, le docteur Mukwege et Délice Sanga. En effet, si le premier, qui s'exprimait à travers la direction politique de son parti Nouvel Élan, l'autorisation accordée aux troupes ougandaises traduit le déficit de souveraineté de la RDC en ce qui concerne sa capacité de défense et sécurité du territoire. Pour le deuxième, c'est-à-dire le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, cette autorisation et les accords de coopération militaire avec RDF sont inacceptables. Pour les députés d'IC Sanga, enfin, cette autorisation ne fait que reconstituer les catastrophes. Pour le journal, l'envol, un danger
plane dans le ciel congolais. En effet, parlant de l'état de siège décrété depuis un peu plus de 5 mois, le tabloïd fustige l'inconscience congolaise qui, une fois de plus, pousse outre la réalité de l'Est, mieux la menace terroriste pour des petits calculs de repositionnement et des intérêts ventraux, en démobilisant avant de se demander à quand les Congolais prendront-ils conscience de leur devenir. La tempête des tropiques revient sur les rapports Senko-Félix Tshisekedi en ce qui concerne particulièrement le processus électoral, l'état de siège et la gratuité de l'enseignement. Le quotidien voit les deux partenaires aller vers de nouveaux horizons et ce, eu égard au mémorandum que les évêques catholiques ont remis au président de la République. Un mémorandum qui contient des propositions et recommandations relatives aux 3 points suscités. Affaire Willy Bakonga, la référence plus parle d'une justice congolaise déshonorée, car le nom de l'homme dont on attendait l'ouverture des enquêtes et du procès dans le cadre du détournement présumé des fonds de la gratuité de l'enseignement aurait été inséré irrégulièrement dans l'ordonnance qui accorde la grâce présidentielle à certains prisonniers. L'ancien ministre de l'EPST était condamné à 3 ans de prison ferme pour tentative de blanchiment de fonds. Il a quitté sa cellule de la prison centrale de Makala 7 mois après par la grande porte, indique le quotidien. Introuvable, renseigne-t-il, Willy Bakonga aurait bénéficié des complicités à plusieurs niveaux. En effet, comment un homme que l'on prétend non éligible à la grâce présidentielle est-il sorti de prison? Pourquoi l'ordonnance portant cette grâce, si elle existe, n'a-t-elle pas été vérifiée avant signature? Comment enfin la ministre de la Justice, qui devait contresigner la dite ordonnance, si elle existe, n'avait-elle pas fait observer cette irrégularité sur Willy Bakonga, se demande le journal. Ce grave dysfonctionnement, si tant est que la fameuse ordonnance existe effectivement, porte gravement préjudice à la crédibilité de la justice congolaise, Willy Bakonga ne s'étant pas évadé. Il doit retourner en prison à Makala, affiche l'avenir. Ainsi en a décidé la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. Les personnes condamnées par la Cour de cassation doivent être ramenées dans l'état où elles étaient avant sa lettre, à la prison centrale de Makala, a-t-elle fait observer. Enfin, affaire Boukangalonzo, la prospérité renseigne que le directeur général d'Africom Commodities, cet holding opérant dans le secteur agricole, est sorti de son silence pour décliner toutes ses responsabilités. Christo Grobler a déclaré que la faillite du projet du parc agro-industriel Boukangalonzo est consécutive à la non-continuité du respect d'engagement financier de l'État congolais, actionnaire principal du projet. Cela sans prendre en compte le respect des engagements tenus par sa société, actionnaire minoritaire, selon les clauses qui les régissaient. Pour Congo Nouveau, Christo Grobler a simplement mis à nu les mensonges de l'IGF. Bonsoir. Merci Patrick Polydor Ngaziami pour cette belle revue de presse. C'est aussi la fin de ce journal, mais pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici les principales articulations à retenir. Les évêques catholiques membres de la Senko ont décidé de suspendre la participation de l'Église dans la plateforme des confessions religieuses. Les pères spirituels déplorent entre autres la politisation de la CENI et les climats de méfiance engendrés avec la désignation des animateurs de la CENI. Cérémonie d'inauguration ce lundi à Goma du siège de l'Institut national pour la préparation professionnelle INPP. C'est le ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Ce journal est complètement terminé. Si vous l'aviez aimé, dites grand merci à Patricia Bassoa-Mwanda, chef d'édition. Léonard Moumeri a assuré sa réalisation. Guy Mawesi était derrière la caméra. Gilo Lolo Bibassi et Bardo Lelo ont été du côté de la régie finale. En leur nom et au mien propre, nous vous disons grand merci pour votre sympathique attention. Au revoir.